Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, Maude et Aurélie nous accueillent aux Herbes Hautes, une école dans le sud de la Belgique à pédagogie alternative qui favorise les apprentissages autonomes. Je suis aussi avec Sophie Rabi qui était là pendant 5 jours pour une conférence et des formations. Bonjour Maude, Aurélie et Sophie. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Quelle est votre petite météo intérieure? J'ai sorti la roue des émotions et des besoins qui est utilisée parfois à l'école. Quelle est votre émotion du jour, l'émotion du moment? Je me sens attentive et j'ai besoin de me concentrer. Moi, je me sens joyeuse et amusée. J'ai passé la matinée dans les bois avec les enfants. Je suis contente d'être là. Et toi, Maude? Et moi, je me sens calme et avec l'envie d'avoir un temps pour réfléchir suite à tout ce qu'on a vécu et partagé avec Sophie les derniers jours. Eh ben, on va ici. pouvoir partager ça, réfléchir de ça ici ensemble ce matin un petit peu. Ce que je vous propose, ce petit voyage éducatif. Et commençons peut-être par ce qui s'est vécu ce matin aux Herbes Hautes. J'ai un peu suivi le groupe avec toi, Aurélie, et d'autres parents et d'autres accompagnants qui étaient là. Oui. Et on est allé dans la forêt, dans les bois. Ce qui me venait comme petit mot, c'était un accueil au rythme de chacun, un grand cercle de début, des jeux libres, des activités proposées par des adultes, des enfants. Comment ça se passe un peu ces dynamiques dans la forêt, dans les bois, tous les mardis, il me semble, aux Herbes Hautes? Oui, donc c'est une journée spéciale. Le mardi, comme tu l'as nommé, c'est la journée en forêt, dans les bois. Chaque mardi, ça se présente un peu de cette manière-ci. Donc là, il y avait 14 enfants ce matin qui viennent 4 jours par semaine aux Herbes Hautes. Et puis, il y avait une famille qui venait en immersion pendant quelques jours. Donc, tu as vu une version de la journée où il y avait un peu plus d'adultes que d'habitude. Ça peut se passer quand il fait beau. Donc, parfois, on doit dire non, mais on est là pour les enfants. Et il y a parfois eu des journées comme ça où il y avait beaucoup d'adultes très enthousiastes de venir à ces journées-là. Donc aujourd'hui, c'était 14 enfants réguliers plus 2 enfants invités et 3 papas. Et eux viennent vraiment proposer, chacun selon leur passion et leur talent, des activités en forêt. On a généralement aussi une maman qui, elle, est formée pour l'école du dehors, et une maman qui est formée aussi en guide nature, qui vient parfois. Et en fait, les journées sont assez différentes d'une fois à l'autre. Notre intention première, c'est vraiment la connexion à la nature. C'est d'être immergé dans cette forêt parce qu'on a la chance d'avoir un grand lieu avec une forêt à disposition. Et les enfants, avec les adultes accompagnants, ont créé leur espace que tu as pu découvrir ce matin. Un camp de base. Oui. C'est un espace qui a beaucoup évolué au fil des années, qui s'est agrandi. Et maintenant, tu as vu, ils ont créé un petit théâtre. Donc ça, c'est à leur demande parce qu'ils avaient envie de s'exercer à faire des petites représentations pour un public d'enfants et d'adultes présents. Il y a eu aussi une réflexion sur le confort et certains qui se plaignent du froid, de la pluie, on est en Belgique quand même. Et donc là, il y a un papa qui m'expliquait ce matin qu'il a amené une bâche, qu'ils ont réfléchi ensemble à comment créer un tipi qui soit sécurisé et sous lequel on puisse faire un feu. Donc ils ont et lui, il avait cette stratégie. Il m'a expliqué on va faire de la géométrie, on va calculer le cercle, les ronds. Donc il propose ça. Et puis les enfants font le choix de venir voir, de s'y intéresser. Mais il n'y a pas d'activité obligatoire. Après, certains allaient se promener. Tu as pu aller chercher des gros champignons avec l'idée qu'eux ont amené parce qu'on leur a dit que c'était une possibilité à un moment, il y a quelques semaines. Ils m'expliquaient on peut les faire sécher. Et quand ils sont bien secs, ça peut servir comme du petit bois pour lancer le feu. Et donc là, il y avait cet objectif, mais ça n'a pas été... Donc là, ça a été amené par un enfant. Donc l'idée d'aller à la chasse aux champignons, c'était amené par Mia ce matin. J'ai vu que des enfants allaient aussi se promener près des petites mares pour expliquer à la famille en immersion ce qu'on pouvait y trouver comme petits insectes, comme biodiversité, comment ça s'était créé. Et donc il y a toute une dynamique comme ça qui se met en place et qui est assez spontanée à l'écoute de l'enfant et des adultes présents. Et donc chacun participe à son activité ou prend son temps. Il y avait un enfant aussi dans un hamac qui était ravi de prendre le temps entre les arbres. Sophie, toi tu es là depuis 5 jours dans le projet, tu l'as vu un peu avec un regard extérieur, surtout en ayant proposé des formations à l'équipe hier et puis aux gens de la région et des parents ce week-end. Oui, quel est ton regard sur un projet comme ça qui
qui se lance depuis maintenant 4 ans, 4-5 ans. C'est la 4e année. Et après 5-6 ans, le temps de la gestation, les formations avant. Oui, quel est ton regard sur un projet comme ça, toi qui as tous ces passifs de la ferme des enfants, d'école démocratique Girafe? Je suis assez émerveillée par ces projets-là, très heureuse qu'ils existent un peu partout. Aussi parce qu'on se sent moins seul dans ce qu'on accomplit au quotidien et qui demande pas mal de mobilisation, beaucoup de temps, et beaucoup d'énergie. Et de savoir qu'il y a des lieux comme ça un peu partout, c'est très réjouissant. Puis voilà, puis je vois que les enfants ont le sourire, qu'ils jouent beaucoup, ils sont visiblement heureux d'être là. Et il y a quelque chose qui semble fluide, naturel, comme si la nature profonde de l'enfant qui est rejointe aussi, de pouvoir être dans cette liberté, dans la nature. Ce qui caractérise quand même cette école, il me semble, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'accompagnants qui sont des parents, qui étaient déjà engagés dans l'instruction en famille. Et du coup, c'est particulier. Donc moi, c'est un monde que je connais assez peu, puisque je suis issue plutôt d'une école alternative qui était un projet professionnel avec des pédagogues, des éducateurs formés à des pédagogies. Et là, c'est un projet où il y a beaucoup plus l'implication des parents. Et voilà, donc je découvre, j'écoute ce qui se passe ici de particulier avec ça. Et pareil, je pense que ça a plein d'avantages et aussi peut-être aussi des inconvénients par rapport à un autre modèle. Et c'est passionnant de comparer un petit peu nos projets et de pouvoir les enrichir. Ce week-end, dans les enjeux, ou même hier, que t'ont proposé l'équipe, les parents, les personnes que tu as formées, il y avait notamment toute cette posture des adultes par rapport aux enfants et aussi des outils qu'ils utilisent ici. J'ai amené une petite malle au trésor qui est ici. Et il y a des petits outils ici comme la boîte de médiation ou les propositions pour le conseil d'école. C'est d'ailleurs le tableau du conseil d'école. Est-ce que Maud, tu peux un peu m'expliquer comment ça marche ces outils et quels ont été, Sophie, aussi les enjeux ce week-end? Est-ce que vous avez travaillé par rapport à ces outils pour plus d'égalité? C'est de l'axe égalité, d'avoir à la fois des postures plus respectueuses des adultes et des outils pour susciter la démocratie à l'intérieur de l'école. Eh bien, c'est marrant de voir tout ça voyager. Oui. Ils ont pas mal voyagé ces jours-ci. Est-ce que tu commencerais par le conseil d'école? Eh bien, j'avais déjà envie de dire que c'est 2 outils qu'on est allé chercher en Ardèche auprès de Sophie, parce qu'on est allé se former avant de commencer les herbes hautes, et se former et s'inspirer. Et donc on est revenu un peu avec ça dans nos valises. Et puis on a bien sûr adapté ça à notre contexte. Et donc on fait un conseil des herbes hautes. C'est vrai qu'on utilise de moins en moins le terme école aux herbes hautes. Il est encore écrit ici. Mais, le conseil des herbes hautes, 1 fois par semaine. On essaye d'impliquer au plus les enfants dans les rôles à prendre. Je vais peut-être lire, il y a le donneur de parole, le président, le chercheur, pour aller chercher les personnes dont on a besoin qui seraient peut-être pas là, parce que le conseil n'est pas obligatoire. Donc on n'est pas tous, on peut être en très petite communauté. Le secrétaire et l'assistant. Donc on essaye d'impliquer les enfants. Alors nos enfants, ils sont quand même encore assez jeunes, donc ça prend des fois bien et parfois moins bien. Et l'assistant, c'est un rôle d'adulte qui va aider les enfants dans leur prise de rôle. Quel est le but du conseil des herbes hautes? Le but du conseil, c'est de pouvoir nourrir la vie et aussi la vie des herbes hautes. Donc on peut amener des propositions d'activités, même si on n'est pas obligé de passer par là pour le conseil. Qui vont dans cette boîte? Ouais, des propositions de règles, des propositions, des demandes d'achat et créer des rôles ou des commissions
et des clubs. L'idée, oui, c'est de pouvoir impliquer les enfants dans ce qui affecte leur vie au quotidien, dans leur quotidien des herbes Ça veut hautes. dire que les règles du projet, elles peuvent changer Ouais. semaine peuvent- après semaine par les enfants et les adultes. Ouais, ces règles aussi. Donc toutes les règles qui sont écrites ici, on a quelques pages. Au début, elles n'existaient pas en fait. Quand on a commencé, c'était une page vierge. Et puis là, en 3-4 ans, voilà, on en est à 3 pages. Et puis elles sont revues, revisitées, remises à jour très régulièrement. Et après, par contre, on a d'autres règles qui sont ici. Et celles-ci, c'est notre équipe cœur qui peut les écrire, les corriger, les amender. L'équipe cœur, c'est Et plutôt une équipe d'adultes Ouais. Accompagnants qui sont là au cœur du projet. Accompagnants et parents. initiateurs de projet. Donc on est toutes les deux dans l'équipe cœur. Et puis. Et alors, quelles sont vos règles de base? C'est les règles un peu essentielles que le socle. Il y a aussi la même chose à la ferme des enfants. Ouais. Est-ce que c'est les mêmes? Non. Ou pas tout à fait? Alors, Ok. on est parti peut-être de. Il y en a qui sont les mêmes. Par exemple, je m'engage à venir en médiation quand j'y suis appelée. Alors, on va venir Celle-ci, sur la médiation après. Celle-ci, elle n'a pas bougé parce qu'en fait, elles ont aussi pas mal évolué en 3 ans. Je pense que je respecte le plan de circulation et je signale mes déplacements. Ça n'a pas trop évolué, je pense non plus. Est-ce que ça, c'est lié Ouais, à ça? c'est ça. Et On a- ça? Peut-être aussi. Donc ça, on a un plan parce que les espaces sont assez grands. Le domaine fait en tout 40 hectares. Donc voilà, on s'est dit, on a eu besoin avant de commencer les herbes hautes d'un peu mettre des périmètres pour nous se sentir en sécurité et être à l'aise en fait. Donc les enfants peuvent faire, il y a l'espace en jaune, je ne sais pas si on voit, qui est l'espace vraiment des herbes hautes, donc avec la yourte et un espace vert autour. Et puis plus on s'étend, plus on a besoin de demander des permis. Et ces permis sont demandés pendant le conseil. Donc pendant le conseil, on va pouvoir discuter avec l'enfant qui fait une demande de permis, est-ce qu'il a les compétences nécessaires pour pouvoir avoir ce permis et la maturité surtout. Et on peut, si les adultes présents ne sont pas sûrs, demander, on en parlera avec tes parents aussi. On implique aussi dans ce cas-là. Je crois que c'est plus ou moins la seule fois où on doit un peu sortir du conseil pour aller chercher des informations avant de prendre la décision. Et donc, c'est cette institutionnalisation de la démocratie participative pour les enfants, les adultes, sur leurs règles au quotidien. Et quand les règles ne sont pas respectées ou qu'il y a des tensions, il y a un autre outil qui s'appelle... Qui s'appelle la médiation. Et on est encore bien en apprentissage avec cet outil-là. Et notamment, c'était quelque chose qui revenait beaucoup la première année. Il n'y a pas de conséquences quand il y a une infraction aux règles. Et ça déstabilisait beaucoup les parents, les adultes. Pour moi, il y a plein de conséquences qui sont peut-être implicites, mais une possibilité, c'est d'appeler quand il y a des transgressions peut-être qui reviennent ou qui perturbent la vie du groupe, ou qui deviennent, on peut demander une médiation. Et on peut demander aussi une médiation en cas de conflit ou de difficulté avec une personne, avec un enfant, deux enfants ensemble peuvent demander une médiation. Je suis aussi intéressée d'apprendre un peu plus sur pourquoi vous avez des girafes dans l'école. Qu'est-ce qui se passe avec... Tu vois, il y en a qui sont apparus, je suis pas sûre que je les connaissais toutes. avec toutes ces girafes-là aussi. Vivre un conflit en mode girafe ou le vivre en mode chacal, c'est quoi la différence? C'est vrai que quand je présente les herbes hautes, quand je dois condenser qu'est-ce que c'est les herbes hautes, j'aime bien dire que c'est une alternative à l'école, inspirée des écoles démocratiques, et je pourrais ajouter école démocratique girafe. Et ça, c'est une formule que tu as trouvée, toi, pour la ferme des enfants, et qui prend lieu, qui s'ancre vraiment dans la médiation, à mon sens, parce qu'on utilise l'outil de la CNV. Et justement, Sophie, peut-être pour t'interroger là-dessus, toi tu parles beaucoup aussi des violences éducatives ordinaires, qui sont à la base de certains changements de posture nécessaires, et après une direction vers la communication non violente pour apaiser ou médier ou être plus dans le respect réciproque. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus? Oui. D'abord, je voudrais juste revenir un instant sur la girafe et le chacal parce que
L'idée n'est pas de ramener de la dualité dans une vision de la relation ou de l'humain ou de ce qui se passe pour chacun ou même en soi, parce que le postulat, c'est quand même que nous avons tous à l'intérieur de nous à la fois la partie girafe et la partie chacal. Et que ces deux-là cohabitent. Et que quand on s'exprime en chacal, c'est juste qu'on n'a pas trouvé comment s'exprimer en girafe. Mais ce qu'on veut dire, c'est la même chose, que ce soit en girafe ou en chacal. Ça parle de ce qui se passe en nous. Alors Marshall Rosenberg le traduit beaucoup en émotions, en sentiments et en besoins. Mais après, c'est tout le monde vaste de ce qui se passe en nous, en fait. L'idée, c'est que quand le chacal arrive, on sort nos oreilles de girafe pour pouvoir mieux l'écouter. Savoir le reconnaître quand soi-même on est dans une langue chacal. Voilà, et transformer. Parce que le problème quand on parle en chacal, c'est qu'on ne met pas toutes les chances de notre côté pour être entendu. Parce que quand on parle avec violence ou jugement, ou de manière très acerbe, le réflexe, c'est de se mettre en protection, parce qu'on se sent agressé. Et que lorsqu'on arrive à dire les choses avec peut-être un petit peu plus de recul et de connaissance de soi, utiliser vraiment des mots qui sont justes et adaptés à ce qui se passe en nous, l'autre ne se sent pas agressé et en conséquence a plus de capacité, de moyens pour nous écouter. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'idée de base. Et la violence éducative ordinaire, c'est le constat qu'effectivement, nous sommes dans une société qui est porteuse de la culture dominant-dominée, et que cette culture, elle s'inscrit notamment, et nous l'approprions à travers la manière dont nous sommes accompagnés, étant bébés, enfants, et que nous apprenons ce schéma relationnel dominant-dominé dès notre plus jeune âge, puisqu'on nous fait savoir que... on sait mieux que nous quels sont nos besoins, que si on pleure parfois, c'est pas grave, on peut nous abandonner dans notre berceau ou quoi, parce que, en pensant que c'est la meilleure façon d'accompagner un enfant pour qu'il devienne autonome, et où très vite on va faire comprendre à l'enfant qu'il ne sait pas ce qui est bien, donc il faut qu'il écoute les adultes pour pouvoir acquérir les usages de la société dans laquelle il grandit. Et pour cela, on va être prêt à beaucoup de compromissions avec la violence, en fait. Donc tout ce qui est punition, les châtiments corporels qui ont été interdits en France depuis 2019, il me semble, mais qui sont encore largement pratiqués. Des modes éducatifs, entre guillemets, qui reviennent aussi à l'ordre du jour avec des conseils en pédagogie, comme ceux de Caroline Goldman, par exemple, qui sont très répressifs à l'égard même des tout petits enfants qu'elle propose d'isoler dans leur chambre quand ils ont un comportement incorrect, tout ça. Tout ça, c'est de l'ordre de la violence éducative ordinaire, ça apprend juste la relation de domination et ça apprend que l'autre a le pouvoir sur nous et a tous les droits pour nous emmener dans ce qu'il pense être le droit chemin. Et ça, après, ça vient se décliner dans toutes les strates de nos vies. On essaye d'abolir la violence éducative ordinaire pour passer d'une culture de la violence à une culture de la paix et de l'empathie. Et moi, j'ai la conviction profonde que c'est notre véritable nature, puisque nous sommes à la base, d'après l'éthologie humaine, des caregivers, des pourvoyeurs de soins, et que notre outil principal pour nous comprendre, ça va être l'empathie. Donc c'est changer de paradigme complètement, mais simplement en revenant à... une posture relationnelle humaine qui nous est plus naturelle. Et ce week-end, quand tu outillais ou formais ou écoutais quels étaient les besoins par rapport à la médiation, ou même hier avec l'équipe, quels étaient les enjeux ou les choses sur lesquelles tu as insisté qui peuvent inspirer d'autres personnes? Nous sommes aussi dans une culture où le mental est très fort, on est fort conditionné par plein de choses. Et donc on est souvent dans des habitudes et des réflexes. Et que dans la médiation, la proposition du médiateur, c'est de libérer de l'espace pour pouvoir vraiment écouter. Et donc arrêter un certain nombre d'habitudes
comme vouloir sauver, vouloir à tout prix comprendre en questionnant, en enquêtant, vouloir esquiver un problème ou le minimiser. Il y a plein de stratégies en fait relationnelles qu'on a mis en place, même dans un élan et une intention positive, de vouloir être utile à la paix. Mais finalement, on se rend compte que quand on est tellement proactif et un peu agité intérieurement par toutes ces ficelles, ces leviers qui sont en nous, et qui au fond aussi sont déclenchés par des émotions un peu perturbées, parce qu'on a tellement été chamboulé dans tous les sens depuis qu'on est né quasiment, que quand il y a un conflit, ou quand il y a une difficulté, ou qu'il y a une tension, ou quelqu'un est malheureux, il y a quelque chose en nous qui aimerait vraiment sortir de là le plus vite possible et venir en aide. Et parfois, dans cette position de médiateur, cet élan-là qui vient en premier n'aide pas à être à avoir cette posture de neutralité qui est nécessaire au médiateur. Donc je crois que c'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé dans des situations, des mises en scène, des jeux de rôle, pour essayer de voir comment je me mets vraiment au service de ce qui se passe entre des médians, sans interférer, et avec le but qu'à la fin, ces personnes-là puissent sentir que leur qualité de vie, leur qualité de relation ou leurs besoins sont plus satisfaits. Ça a l'air simple comme ça. Justement, j'aimerais poser la question, en quoi ça a bougé chez vous? En quoi ça résonne ce que dit Sophie sur ce que vous avez vécu dans les derniers jours? Ça a certainement conforté notre conviction que c'est le meilleur outil pour notre projet, pour pouvoir travailler justement cette écoute et les tensions éventuelles et les conflits. Et puis réveiller un enthousiasme. Je pense que de prendre ce temps-là avec toute l'équipe, ça a fait un effet de groupe aussi qui a un impact sur chacun, de réveiller cet enthousiasme, d'avoir envie de s'approprier l'outil, de travailler sur sa posture, sur soi pour être disponible pour le projet et convaincu que c'est vraiment utile. On a pu l'expérimenter, et puis c'est toujours impressionnant ces jeux de rôle, parce qu'il y a un effet un peu comme dans des constellations familiales, où on prend vraiment le rôle on est tellement dans le rôle du personnage qu'on le devient physiquement. Mentalement, et ça, on a pu l'observer, j'ai pu l'observer chez moi en jouant ma fille aussi. Et c'est vraiment intéressant. Moi, je crois qu'on en sort comme ça avec une motivation et une envie de continuer, qu'on va cultiver dans les jours qui viennent et que ça va nous permettre d'avancer sur l'outil, dans le projet. Oui, moi je suis contente parce que j'avais vraiment envie de remettre la médiation un peu au centre. J'ai l'impression qu'on la délaissait un petit peu en fait et qu'on trouvait d'autres... mais donc je suis contente qu'on ait pris ce temps-là pour que déjà tout le monde puisse en vivre une en fait, parce que dans tous les adultes qui circulent, en vivre une ou en observer une, même si c'était dans un jeu de rôle, quoi. Moi j'ai trouvé hyper riche de revivre et d'être spectatrice de ça en fait. Que ça renforce la culture du groupe autour de cette médiation-là. Et maintenant j'ai l'impression qu'on doit réfléchir à comment on l'ancre dans le quotidien et à lui redonner une place concrète, dans le temps, dans l'espace. Et il y a le questionnement de qui sont les médiateurs qu'on doit un petit peu résoudre. Pour le moment on était quelques-uns, et même moi je suis plus très au clair, pour être honnête, sur qui fait des médiations aux Airboat en ce moment. Et besoin de se former, ou d'être bien posé dans cette posture, de ne pas être dans cette domination, dominée, sauveur, et cette communication non violente, ou cette écoute profonde et active pour pouvoir médier. Il y a une question de loyauté vraiment entre le projet et les enfants, parce que les enfants doivent vraiment trouver énormément de confiance dans la médiation. Si la médiation, ça devient autre chose qu'un espace de confiance. Alors, on n'est pas infaillible. Un médiateur, il est faillible aussi. Il peut faire une erreur, il peut se tromper. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il y ait quand même une ou deux personnes qui s'emparent vraiment de cette compétence et qui, avec acharnement, creuse jusqu'à devenir presque c'est un peu comme quand on taille un cristal pour qu'il y ait un peu un diamant, que ça soit bien transparent, sa pratique. Et que... Toi, c'était ton cas à la ferme des enfants. C'était toi qui étais responsable de la médiation. Oui, mais j'ai mis énormément de temps, parce qu'avant de devenir médiatrice, j'ai quand même 15 ans de communication non violente, où j'ai fait ça, je les ai répétés, je les ai refaits.
j'ai pratiqué, je me suis trompée, j'ai rejeté la CNV aussi à un moment de ma vie où j'en pouvais plus, j'en avais marre de ce truc. Et puis voilà, et donc je me suis un peu battue pour arriver à quelque chose qui devienne satisfaisant petit à petit, quoi. Et encore, je pourrais encore déraper, bien sûr, évidemment, mais à force de pratiquer, à force de s'écouter, à force de regarder les autres, à force de voir les effets que ça a sur les enfants, les adultes, etc., oui, il y a quelque chose qui devient de plus en plus affûté et qui devient un vrai support, du coup, pour tout le monde. Parce que c'est comme un peu quand tu vas chez un thérapeute, tu n'as pas envie qu'il te trahisse ou qu'il te juge. Tu as besoin d'une certaine sécurité, une base, comme ça tu peux te déposer. C'est fragile parce que au moindre faux pas, tu peux vraiment perdre presque l'intérêt d'aller dans cet espace-là. Donc voilà, c'est ça qui est peut-être en travail. Merci d'être ces sources d'inspiration d'autres projets ou même de ce que vous faites au quotidien pour les enfants, les adultes, se réenchanter dans notre posture, dans notre façon d'être, redevenir humain. Ça, c'est un nouveau livre de Sophie Raby que je n'ai pas là parce qu'il a été acheté par tout le monde ce week-end et je ne l'avais pas encore. J'ai même pas réussi à en sauver. J'ai La ferme des enfants, l'ancien. Il y a même l'école démocratique girafe, qui est aussi un petit livre que j'avais qui était intéressant. Et j'aimerais pour clôturer juste lire cet avant-propos, le début de l'avant-propos de ce nouveau livre « Et si nous redevenions humains ?» J'aime beaucoup cette première phrase. « Imaginez que la domination ne soit plus notre modèle et que nous soyons accompagnés depuis notre plus jeune âge par des modes relationnels tendres, respectueux, solidaires, équitables, libérateurs, où l'amour inconditionnel de soi et de l'autre constituerait la nourriture psycho-émotionnelle de base, le fondement de notre société. » Voilà, merci déjà au quotidien d'essayer d'avoir de mettre en place ces structures pour avoir cette nourriture psycho-émotionnelle qui nourrisse les enfants, qui nourrisse les adultes, qui nous réinvente. Merci à vous et bonne suite et à bientôt. Merci. Merci Romain.